comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Donc les mesures vont être Est-ce que vous pouvez annoncées. éviter de dire des bêtises? Mais les non, yeux monsieur dans le Premier ministre. Il n'y a pas la clim là-dedans. Non, il n'y a pas la clim là-dedans. Ils sont beaux ces hélicos. Bravo. Bravo, c'est ce qui fait. Ils sont trop beaux les hélicos là. Ah, Eric Ciotti. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi? J'ai pas dit ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non mais d'accord, mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais vous ne pouvez pas dire des choses. Le ministre des Affaires étrangères. Je remarque que vous êtes même pas content d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement choquant. En tous les cas, Et la signification d'un tel parallèle, c'est-à-dire c'est de dire que l'antisémitisme égale ce que vous appelez l'islamophobie. Enfin, c'est à peu près le même c'est ce raisonnement-là. Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre aux juifs? Non, mais l'antisémitisme... alors Demain, Israël attaque l'Iran. L'Iran se défendra. Déjà. Le Pakistan a dit qu'il se rangerait du côté de l'Iran. Seront impliqués dans cette guerre immédiatement l'Égypte, tous les pays arabes. Mais évidemment, la Russie et la Chine, à travers la question syrienne, car la Russie ne peut pas reculer plus qu'elle a reculé en abandonnant déjà la Libye. N'oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la Méditerranée. Donc de toute façon, nous arrivons là à une troisième guerre mondiale qui finalement remet face à face l'empire américano-sioniste et finalement la grande Russie orthodoxe de Poutine, avec derrière les Chinois qui sont du côté russe discrètement. Donc nous sommes vraiment là dans une guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à l'implication guerrière immédiate, à cause de cette saloperie globale qui est comment dirais-je, ce projet américano-sioniste à la fois bancaire et oligarchique et délirant, face à une troisième guerre mondiale qui sera, comment dirais-je, sur une courbe exponentielle par rapport à la première et la deuxième. La première, c'est 20 millions de morts, la deuxième, c'est 50 millions de morts. La troisième, compte tenu des armements en présence et du nombre de nations impliquées, peut aller allègrement aux 200 millions de morts, 500 millions de morts, il n'y a pas de problème. Et nos élites oligarchiques sont, n'oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Prétendre qu'il y a de l'antisémitisme en France aujourd'hui est une escroquerie et une rigolade. Il y a par contre un permanent et insupportable chantage à l'antisémitisme, et ce qu'on appelle aujourd'hui antisémitisme est finalement une réaction de soumission boudeuse, puisqu'on ne peut pas faire plus, à une domination communautaire de plus en plus visible, intégrale et injustifiée, puisqu'elle ne se fait pas au nom, elle se fait toujours au nom des valeurs d'inégalité, au nom d'un pays étranger qui pratique la purification ethnique, le suprémacisme racial, au nom d'une vision théologico-militaire. Enfin, je veux dire, la contradiction est maximum. Voilà. Donc il n'y a pas d'antisémitisme en France,
Il y a par contre un insupportable chantage à l'antisémitisme qui devient obscène et qui, à mon avis, je le dis parce que c'est mon message, devient de plus en il y a d'autres manières d'arbitrer, notamment de venir en commission pour voter, parce que là, vous êtes que deux, vous êtes un peu gonflés quand même. Hein. Vous nous avez déjà fait le coup sur le projet de loi de finances. Vous étiez parti à un anniversaire pour manger des pépitos, on s'était bien marré à l'époque. Et là, vous êtes encore que deux. Si vous aviez mobilisé suffisamment votre groupe, il y a énormément d'amendements qui ne passeraient pas issus de la majorité. Hein. Je tiens à vous le dire. Donc il y a un moment, déjà que vous n'êtes pas dans la rue, si en plus vous n'êtes pas à l'Assemblée, ça va être compliqué. L'Iran en position de faiblesse titrait hier le quotidien belge Le Soir, comme beaucoup d'autres, recopiant le Washington Post et de soi-disant experts indépendants. Les missiles iraniens seraient, je cite, imprécis, inefficaces, trop peu nombreux. Israël va gagner, c'est sûr. Ceci cache quoi? En fait, c'est un classique de la propagande de guerre, souvenez-vous, la Russie allait être vaincue en quelques jours, non quelques semaines, non quelques mois, ah tiens, non, elle continue à progresser, le Hamas aussi allait être vaincu rapidement, le Hezbollah au Liban, un classique. Sauf que, là, c'est Israël qui risque de manquer de missiles, son dôme de fer, prévu pour protéger des petites roquettes venues de Gaza, a déjà été percé à de nombreuses reprises, de nombreux bâtiments stratégiques à Tel Aviv et ailleurs ont été frappés, on nous cache la plupart de ces images, et même le Washington Post le reconnaît, je cite, « Israël ne pourra abattre les missiles iraniens que pendant 10 à 12 jours avant d'être contraint de commencer à rationner les munitions ». Explication du colonel retraité US McGregor, les Iraniens envoient d'abord leurs missiles de vieille technologie pour obliger Israël à gaspiller ses missiles intercepteurs très coûteux. Ensuite, Téhéran va utiliser ses missiles plus modernes et dévastateurs. Coûteux en effet. Le missile hypersonique iranien le plus avancé, le Fatah 1, coûterait 200 000 $, et pour 12 missiles intercepteurs pour le bloquer, Israël va dépenser 144 millions de $. Bref, une guerre d'usure côté Iran, et si Israël tombe à court de missiles, va-t-il recourir à une provocation pour justifier que les États-Unis interviennent de toutes leurs forces face à la propagande de guerre? Restons vigilants. Émirats, Maroc, le Maroc de M6, qui continue à garder leurs relations économiques, politiques, militaires avec Israël. Là, c'est le problème. Et là, il faut faire des pressions, il faut interpeller, il faut éventuellement aussi boycotter les produits, les clubs sportifs, les compétitions par lesquelles ces puissances-là les fameuses personnes qui avaient été tuées là, par les Israéliens, on nous avait expliqué, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le conseiller politique du guide suprême, et puis également le commandant de la force Ad-Quds des gardiens de la Révolution. Donc ces 4 personnages parmi les plus... On nous a expliqué dès le premier jour qu'ils avaient été tués par Israël. On a vu hier qu'en fait les 4 personnes se portent comme des charmes, ils sont réapparus, ils sont pas morts du tout. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis pour faire croire qu'il y avait une victoire éclair, la propagande de guerre israélienne a fait croire qu'ils avaient tué tout le monde. Bon. Et puis en fait non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. L'un des grands enseignements de cette affaire, c'est que je pense que l'Iran a été très sous-estimé, notamment sur les vraies armes dont il se dotait. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que personne, me semble-t-il, n'avait vu venir ce qui s'est passé en effet, c'est-à-dire les missiles hypersoniques à changement brutal de trajectoire. C'est ça que la nouveauté, c'est que les Iraniens, avec leurs missiles Fatah 1, ils disposent d'une arme dont aucun pays de l'OTAN, pas même les États-Unis, ne dispose. Et ils en ont un certain nombre, on ne sait pas combien, mais ils en ont certainement plusieurs milliers. Eh bien, ces missiles-là que les Iraniens dont ils disposent vont à Mach 15, 5,4 km/s, et ils ont, c'est ça qui est le truc essentiel, ils ont de l'intelligence artificielle embarquée. Ils sont parvenus à passer le fameux dôme de fer qui était censé protéger Israël. Oui. Là, c'est Steve Bannon ce matin qui explique qu'en fait,
Trump, il a fait demi-tour et qu'il a sauvé Israël parce qu'il était en pleine déroute militaire. C'est peut-être du Steve Bannon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses ne tournaient pas bien pour Israël. C'est très important à comprendre. N'oubliez pas non plus que l'Iran, contrairement à ce qu'on nous a raconté, n'est pas du tout isolé. Bah oui, Il y a quand même eu la Russie, la Chine qui a fait de l'approvisionnement mystérieux avec une Noria de 747 qui sont allés de Shanghai à Téhéran dans les jours qui ont suivi le 13 juin. Le Pakistan soutient l'Iran. Erdogan, la Turquie soutient l'Iran. En fait, le Sud global soutient l'Iran. Donc on n'a pas du tout affaire à un pays isolé, contrairement à ce qu'on nous a... Le pays isolé, vous savez qui c'est Israël, en fait. C'est la fin du mythe Israël est invincible. Israël a été obligé de mendier un cessez-le-feu sans avoir atteint aucun de ses véritables objectifs: paralyser l'économie, détruire l'armée, renverser le pouvoir. Et son dôme de fer, censé le protéger, s'est avéré une passoire. Les missiles iraniens hypersoniques et à structure complexe ont frappé des objectifs stratégiques, des infrastructures majeures, des cibles symboliques comme le Mossad, la Bourse, le centre de recherche militaire Weizmann. Et l'armée israélienne s'est avérée totalement dépendante de l'armée US, et même ça n'a pas suffi. Israël donc n'est pas une puissance régionale, c'est un porte-avions des États-Unis et de l'Europe, coûteux, vulnérable et de plus en plus impopulaire. L'Iran a tenu le coup. Manifestement, il s'était bien préparé. Et malgré les coups durs initiaux, il a organisé une riposte graduelle, puissante, qui a mis Israël et Washington en grande difficulté. C'est aussi un bouleversement des rapports de force mondiaux. La défaite d'Israël est très significative, et pas seulement pour le Moyen-Orient. Les missiles employés par l'Iran, et qui ne venaient pas tous d'Iran, ont ébranlé la traditionnelle supériorité des armements US. En pleine agression, 3 avions cargo chinois ont débarqué. Poutine a reçu et soutenu le ministre iranien des Affaires étrangères. Pékin et Moscou ont refusé de se coucher devant les menaces de Trump. Ils ont condamné la guerre illégale d'Israël et soutenu plus ou moins discrètement. Moi, je soutiens les mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et le Premier ministre israélien. Je ne vous parle pas de vous, je vous parle de la position mais de la vos France députés. Insoumise, toute la France Insoumise, elle soutient les mandats d'arrêt. Et vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Rima Hassan, elle soutient ça? Oui. Bah voyons. Est-ce que vous soutenez... Bah voyons. Non mais attendez, moi je vous ai répondu. Et vous répondez-moi. Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? Monsieur Wauquiez, est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? S'il vous plaît, là. Pourquoi vous répondez pas? Attendez. Laurent Wauquiez, Emmanuel La Palestine, c'est un carrefour stratégique mondial, pas seulement pour le pétrole et le gaz, pas seulement pour diviser la nation arabe et musulmane, mais particulièrement pour les routes stratégiques. Hier, la Grande-Bretagne et la France voulaient contrôler la Palestine, l'Égypte, les caravanes vers l'Inde, qui étaient la base de leur fortune. Aujourd'hui, les États-Unis veulent empêcher les routes de la soie, les routes de la Chine, c'est-à-dire vers l'Europe, apporter les produits qu'on vend, et de l'Afrique les matières premières nécessaires à cette économie qui en fait a déjà dépassé les États-Unis, et donc Trump veut enrayer le déclin des États-Unis. C'est une tentative désespérée pour rester le numéro 1, le chef du monde, parce que si les privilèges des États-Unis s'en vont, les États-Unis sont en réalité une économie en faillite, et donc rester les maîtres du monde, c'est la seule façon de les sauver de la faillite. Et donc c'est une lutte désespérée pour les États-Unis. On attaque maintenant l'Iran, qu'ils estiment être le maillon faible de l'axe des BRICS, de l'axe Chine, Russie, Iran. C'est pas l'Iran en soi qui est attaqué, c'est l'ensemble des BRICS, c'est l'ensemble de la résistance à l'hégémonie des États-Unis. L'avenir du monde, quelque part, il se joue dans les océans. Si vous contrôlez les routes maritimes, vous contrôlez le commerce et vous pouvez bloquer ou en tout cas sérieusement entraver le développement d'un pays. Et c'est ça que les États-Unis veulent faire avec la Chine. L'Europe, elle est à la croisée des chemins. Elle a 2 possibilités. Ou bien elle continue à suivre les États-Unis, et qu'est-ce que ça va leur rapporter? Je rappelle que les États-Unis ont saboté le gazoduc Nord Stream 2 qui fournissait à l'industrie allemande une énergie bon marché. Et je rappelle que Trump, il n'en a rien à foutre de l'Europe, et il pense que l'Europe, elle a la trouille, elle reste un empire colonial, mais elle sait qu'elle n'en a plus les moyens, et donc les seuls moyens de défendre l'empire colonial, c'est de se faire protéger par les États-Unis. Qui évidemment ne vont pas le faire, ils vont juste essayer de plumer la France et l'Europe, bien entendu. Est-ce que nous allons accepter que nos dirigeants continuent à se prostituer face à des grands menteurs et à des grands marchands de canons?
Gérard Larcher veut que les Français travaillent 1 heure de plus par semaine. Ce même Gérard Larcher qui s'offre des sièges à 40 000 € avec de l'argent public, c'est-à-dire notre argent. Gérard Larcher qui se tape ce genre de petit déjeuner pendant qu'un enfant sur 5 va à l'école le ventre vide. Gérard Larcher qui vit grâce à la politique depuis plus de 40 ans, qui touche 14 000 € d'argent public par mois, qui a un logement de fonction, un chauffeur, des gardes du corps. Gérard Larcher qui est pour la retraite à 65 ans alors que lui il a 75 ans et qu'il est toujours en fonction à toucher de l'argent public grâce à ses mandats. Gérard Larcher qui est contre la taxation des grandes fortunes pour essayer de combler la dette mais qui par contre propose à toutes les personnes qui travaillent d'aller travailler 1 heure de plus par semaine. Gérard Larcher qui risque de toucher plus de 10 000 € de retraite après n'avoir rien foutu de sa vie à part profiter de notre argent. Et c'est ce genre de mec qui s'est enrichi grâce à l'État qui vient nous expliquer que le problème de la France, c'est celui qui est au RSA, qui touche 600 € par mois, c'est celui qui gratte les aides sociales alors que lui, il est gavé d'argent public. Et c'est ce genre de mec qui va nous expliquer qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir se sacrifier parce que la situation le demande. Lui, personne n'a jamais vu faire d'efforts. Je sais même pas comment on peut avoir le culot d'avoir 50 ans de carrière politique dans les pattes, d'être président du Sénat depuis je ne sais combien de temps et d'avoir encore le droit d'ouvrir sa bouche. Oui, à vous, je parle pas à vous, monsieur Cohen. Ils seront partis. Hein. Mais qui va partir? Ils seront partis. Qui va partir? Non, mais vous dites la suppression du SF, ça n'a fait revenir personne. Là, vous n'allez pas garder grand monde. Hein. Monsieur Cohen, vous trouvez éthiquement compréhensible que des entreprises... Attendez, parce que là, je vous ai parlé de 2 mesures, dont une, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises. C'est-à-dire... Oui, il est universel, mais il est français. Non, attendez. Des entreprises qui font leur chiffre d'affaires en France et qui ensuite évacuent une partie de leur chiffre d'affaires en allant déclarer leurs bénéfices au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Vous trouvez ça normal, sincèrement? Non. Alors vous pouvez être d'accord avec une mesure qui n'est pas une mesure qui va mettre davantage à contribution les entreprises, qui va juste leur demander de régler la part de l'impôt qu'elles doivent régler en France. C'est quand même la moindre des choses de faire ça. Quant à l'impôt sur le 2% sur le patrimoine des milliardaires, vous savez quel est le seuil de rentabilité du patrimoine des milliardaires aujourd'hui en France? C'est entre 5 et 6%. Ça veut dire que chaque année, les milliardaires, leur patrimoine, il augmente de 5 à 6%. Même si vous leur prenez 2%, monsieur Cohen, ils vont continuer à s'enrichir. Vous voyez? Donc ça va.
je pense qu'ils peuvent quand même donner un petit coup de main, contribuer. On est dans une situation difficile. C'est pas absurde de mettre à contribution 147 personnes qui font partie des gens qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous pouvez l'entendre, cette demande de justice sociale et de justice fiscale. Je pense que vous pouvez l'entendre. En fait, cette séquence est effrayante. Regardez. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. La croisière, mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées et alors on pourra écouter ce que tu racontes au lieu d'insulter ceux qui sont en train de le faire. Rappelez-vous, jeunes gens, rappelez-vous de leur nom, regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point. Ça rappelle vraiment les discours des années 30. Hein. Ah ouais. Oui, franchement, c'est Doriot. là... C'est Doriot. Pardon de vous le dire, c'est Doriot. Il n'y a aucune. Il y a rien d'habitude. Est-ce que je dois modérer ce qui vient d'être dit là? Est-ce que le modérateur. Je ne pense pas. Vous dit... Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, non. Est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête. Si, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Personne n'a Si. été ouvert. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Ah voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Betty. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité et notamment